Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Puisqu'il est 19 heures, je vous propose de débuter cette séance du conseil municipal du 14 décembre 2023, mais en préambule, je souhaiterais que nous rendions hommage aux victimes de l'attentat terroriste qui est survenu le samedi 2 décembre dernier à Paris, également en mémoire de Marcel Clamers, qui a été maire de Sainte-Marie-aux-Chênes pendant 41 ans, conseiller général pendant plus de 20 ans, président également pendant plus de 20 ans du Centre de gestion de la fonction publique et qui est décédé le 5 décembre dernier à 87 ans. Je voudrais également saluer la mémoire de Jeannette Bonin-Persona, qui est décédée le 3 décembre 2023 et qui était agent à la médiathèque depuis 27 ans au service de la population, qui a animé les comptes pour les tout-petits, les accueils des classes et initié le partage des livres à domicile pour les personnes âgées. Et puis nous avons également eu le malheur de voir disparaître Damien Robert, qui était surfaceur à la patinoire depuis 2021 et qui est décédé le 13 octobre 2023. Si vous voulez bien vous lever pour une minute de silence. Merci. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal des conseillers présents. Oui, bonsoir. Éric Munier, André Dalla-Fabian présent. Daniel Calcarijan, absent excusé, procuration à Madame Rowe. Armindo Dos Santos, absent excusé, procuration à Monsieur Munier. Noémie Zinc, Arnaud Zimanski, absent excusé, procuration à Monsieur Holtz. Catherine Hirsch, Cédric Léonard, Sylvia Rowe, Emmanuel Holtz, Raymond Répère, Rose Derrien, Gérard Tisserand, Mathilde Kurtz, Maud Bortoulzi-Thirier, absente procuration Madame Deléo, Patrick Hélard, Grazia Deléo, Francis Zettel, Gabriel Adam, José González, Géraldine Diallo-Nardo, Jean-Pierre Rouen, Juliette Haas, absente excusée, procuration Madame Zinc, Kamel Torki, Pierre Tritz, Xavier Dieudonné, Daniel Schulz, Elisabeth Burgard, Régis Walter, absent excusé, procuration à Monsieur Schulz, Delphine Muller, absente excusée, procuration à Monsieur Dieudonné, Salvatore Parello, Fatima Bedaï et Virginie Coliandro-Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Vous avez pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2023. Avez-vous des réclamations, observations, compléments, rectifications à présenter? Non. On peut passer à l'ordre du vote, au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance le doyen de l'Assemblée, M. Francis Zettel, conformément à l'article L. 2541-6 du CGCT. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Il est désigné à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 2, les affaires générales, le point 2.1. La SPL Destination Amnéville-Moselle, attribution de la délégation de services publics, gestion et exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme. Il est rappelé à cette Assemblée que la délibération numéro 22 du 6 juillet 2023 a approuvé le principe de confier la gestion et l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme à la SPL Destination Amnéville, ainsi que les caractéristiques des prestations telles que définies dans le rapport de présentation.
Dans le cadre de cette procédure, il convient désormais d'approuver le projet de contrat qui a été joint au rapport et qui porte sur la délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme, confiée à la SPL Destination Amnéville-Moselle, et d'autoriser le maire à signer le dit contrat. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Vous avez la parole. Bonsoir à tous. SPL, une fois encore, on revient sur ça revient au débat. Alors concernant donc la présentation de ce point, donc, vous nous demandez donc d'attribuer la délégation de service public en gestion et exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme à cette SPL. Quand on étudie un petit peu les documents qui nous ont été donnés, on peut s'apercevoir, quand on fait un rapport financier sur ce point, on se rend compte qu'il y a un demi-million d'euros entre 2024 jusqu'à 2028, un demi-million d'euros d'excédents qui vont rester dans les caisses de la SPL. Alors, nous, on est un petit peu étonnés parce que ça représente quand même beaucoup d'argent et on fait une proposition qui est forte. C'est que plutôt que c'est ce demi-million d'euros qui va rester sur les comptes de cette SPL, bien nous, pour la promotion du site, on aimerait, et on le mettra à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, ça passe au vote, comme ça c'est acté et on décidera tous ensemble, mais c'est presque 500 000 euros, on aimerait que eh bien, ça soit reversé aux associations sportives et culturelles de la ville qui, et seulement si, elles vont hors du département pour pratiquer leur activité sportive et ou culturelle. Ça permettrait eh bien, d'avoir une visibilité sur des maillots, sur des équipements sportifs. On pourrait mettre SPL Destination Amnéville afin que eh bien, nos clubs sportifs et culturels puissent faire la promotion du site. Ça, c'est la première proposition qu'on va vous soumettre et voilà, ça passera donc au prochain conseil municipal. Quand on regarde un petit peu, on est relativement content. Quand on voit le plan de communication qui est proposé par la nouvelle direction de cette SPL, puisque on a fait pendant des années, on vous a expliqué que c'était pas normal qu'il y ait autant d'argent qui rentre dans les caisses de la SPL et qu'il n'y avait pas de promotion du site. Il y a quelques semaines encore, vous me disiez que je devais aller gare de l'Est pour voir qu'il y avait des grands panneaux d'information pour faire la promotion d'Amnéville, enfin de destination Amnéville. Voilà, on voit que la nouvelle direction et le nouveau président au nom de mon groupe, je salue, M. Weiten, et il est vraiment temps qu'il arrive et qu'il vienne et qu'il fasse des choses sur le site, puisqu'on ne peut pas dire que, M. Munier, vous avez brillé par la qualité de vos prestations sur le site, et il y a eu 0 nouvelle activité sur le site depuis votre présidence. Alors ça a expliqué à tout le monde que tout était endetté, etc. etc. Bon, on vous laissera encore nous raconter ce que vous souhaitez, mais il n'y a pas eu de nouvelle activité sur le site, et on voit qu'avec le président Weiten, il y a déjà des beaux événements qui se préparent. Voilà, donc au niveau de la plan de communication, eh bien, enfin, on se rend compte que pour la promotion du site, eh bien, il y a déjà près de 20 000 euros qui va être à la presse locale. Alors ça, c'est cocasse. Quand vous aviez interdit à toute votre équipe de parler aux Républicains lorrains, vous avez même supprimé les abonnements parce qu'ils osaient dire la vérité. Eh bien, on se rend compte que la SPL va mettre quelques milliers d'euros dans la presse locale pour faire la promotion du site. Pareil, bon, on voit des 80 000 euros dans des campagnes TV, notamment sur TF1 Grand Est et M6 Grand Est, donc c'est bien. Affichage saisonnier sur des écrans digitaux à hauteur de 55 000 euros, c'est bien. On est, voilà, de participation à des salons, c'est très bien, parce que je pense que les salons, c'est important. Et puis, dans un petit peu de presse écrite, et notamment, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler la presse écrite, mais voilà, le petit futé qui, voilà, on va redonner de la visibilité sur le centre touristique et thermal. Voilà. Donc, voilà, si vous savez que l'ASPL, sous votre mandature, on était toujours contre parce qu'on connaissait vos limites en termes de management et vos non-idées, on va voir si je peux m'exprimer ainsi.
Donc voilà, on va s'abstenir sur ce coup-là. On ne va pas voter contre, puisque nouveau changement de président. Et on attend avec impatience le prochain conseil municipal pour que eh bien, ce demi-million d'euros qui va rester dans les caisses au bout de tant d'années eh bien, revienne à nos associations sportives et culturelles. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bien, encore une intervention qui dénote une vision totalement petite, réduite, parcellaire de la réalité de la SPL Destination Amnéville, qui a certes cette mission liée au tourisme, étant rappelé que nous avons décidé de lui confier la gestion et l'exploitation de ce service public d'accueil et de promotion du tourisme dès le 6 juillet 2023. Aujourd'hui, on n'examine que le contrat. Et cela m'amène à dire que lorsque vous prenez l'excédent brut d'exploitation en disant que ça constitue un bénéfice, manifestement, vous ne savez pas ce que c'est qu'un résultat net comptable, qui est loin d'être le même. Et d'autre part, il faut insérer ce résultat dans les comptes généraux de la SPL Destination Amnéville, qui ne fait pas que gérer l'Office du tourisme, mais qui a également d'autres missions. Ne serait-ce que le développement et la gestion des espaces publics sur la cité des loisirs, la promotion et les contrats de concession qui lui ont été confiés pour l'exploitation de divers établissements propriété de la commune d'Amnéville. Ce qui fait que malgré ces résultats qui, au titre de cette seule gestion, de l'Office du tourisme sont bénéficiaires. L'ASPL Destination Amnéville a clôturé son dernier exercice avec une perte de 190 000 €. Ce qui démontre que, effectivement, il n'y aura pas matière à prélever sur ce résultat des sommes d'argent pour les reverser aux associations, alors même que le but de ce contrat et de cette délégation de service public est la promotion du tourisme, et que la promotion du tourisme ne passe pas par la subvention des associations amnévilloises, auxquelles nous réservons d'autre part directement au titre de la commune ces subventions. Vous indiquez également que le plan de communication est enfin digne de cela. Ben, c'est dommage que vous n'ayez pas regardé ce qui se passait antérieurement, parce que antérieurement c'était exactement le même. Le Petit Futé existe depuis de très longues années. L'ancien président de l'Office du tourisme pourra vous confirmer que tout cela existait depuis longtemps et qu'on ne fait que poursuivre dans cette même voie, mais en espérant qu'effectivement la nouvelle présidence de la SPL Destination Amnéville permettent à celle-ci d'obtenir des résultats ou de faire des investissements plus conséquents que ceux qui étaient jusqu'alors en vigueur. Voilà, je vous propose dès lors de passer au vote. Il vous est demandé d'approuver la convention de délégation de services publics relative à la gestion et à l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme avec la SPL Destination Amnéville-Moselle, d'autoriser le maire à signer la convention de délégation de services publics relative à la gestion et à l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme avec la SPL Destination Amnéville-Moselle, ainsi que toutes les pièces y afférentes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Cette abstention. Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 2.2. L'avis sur la gouvernance de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, a institué une nouvelle instance de gouvernance de la politique publique. À l'instar de la conférence régionale d'Escott, qu'elle remplace, cette conférence régionale de gouvernance politique de réduction de l'artificialisation des sols sera une instance importante pour une mise en œuvre de l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette, dit objectif ZAN. Sa
territorialisation dans le STRADET et sa mise en œuvre par les territoires. Elle sera notamment amenée à formuler des propositions pour la territorialisation de l'objectif national dans le STRADET, des avis sur la qualification des projets d'envergure nationale, européenne ou régionale, ou tout sujet lié à l'objectif de réduction de l'artificialisation. Celle-ci prévoit une composition type, mais permet également à la région de l'adapter après une procédure de concertation formelle des EPCI compétents en matière d'urbanisme et des communes ayant conservé la compétence. La composition type proposée par la loi s'établit ainsi: 15 représentants de la région, 5 représentants des structures porteuses d'un SCOT, 15 représentants des EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant par département et 3 représentants les territoires non couverts par des SCOT, 7 représentants des communes avec documents d'urbanisme, 5 représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme, un représentant de chaque département siégeant à titre consultatif et 5 représentants de l'État. La gouvernance est un lieu d'échange, de débat et de proposition. À ce titre, elle doit être représentative des décideurs en responsabilité de l'aménagement des territoires. Aussi, la présidence du Conseil régional souhaite élargir la composition à d'autres acteurs impliqués dans l'élaboration des documents de planification afin de prendre en compte d'autres préoccupations que les seules questions d'aménagement et d'accroître la représentation des SCOT de par leur expérience et capacité à construire des visions stratégiques et prospectives d'aménagement du territoire. En conséquence, et après consultation des associations et fédérations de collectivités, la présidence du Conseil régional propose que cette conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols soit composée de la manière suivante: 15 représentants de la région, 10 représentants des structures porteuses d'un schéma de cohérence territoriale, 15 représentants des EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant par département et 3 représentants des territoires non couverts par des SCOT, 7 représentants des communes avec document d'urbanisme, 5 représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme, un représentant de chaque département siégeant à titre consultatif, 5 représentants de l'État, 2 représentants des agences de l'eau, Rameuse et Seine-Normandie, un représentant des parcs naturels régionaux, à savoir celui de la montagne de Reims, un représentant de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de la Chambre régionale d'agriculture, un représentant de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, composition qui sera soumise à la procédure de concertation prévue par le nouvel article L. 1111-9-2 du CGCT. Conformément à la loi du 20 juillet 2023, les assemblées délibérantes des communes de la région Grand Est sont sollicitées pour se prononcer sur cette proposition de composition de cette conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non. Donc, il vous est demandé d'acter la proposition de la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, telle que présentée par la présidence du Conseil régional. Quelqu'un s'oppose à ce qu'on acte de cela? Non. Quelqu'un s'abstient? Non plus. Nous avons donc acté de cette proposition de composition. Nous pouvons dès lors passer au point 2.3, renouvellement des baux de chasse, désignation d'un estimateur des dommages causés par le gibier pour la période 2024-2033. Pour procéder à l'évaluation des dommages causés par le gibier, un estimateur est obligatoirement nommé dans chaque commune. C'est à lui qu'incombera la constatation des dégâts causés par le gibier pendant toute la période de location de la chasse communale. Et il vous est proposé de désigner M. Christian Poinsignon, domicilié à Saint-Privat-la-Montagne, en qualité d'estimateur. À ce titre, étant précisé que cette désignation est faite sur proposition de la préfecture de la Moselle, qui nous indique que M. Christian Poinsignon est le seul à avoir les compétences nécessaires à cet effet. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Vous avez la parole.
profiter de ce point, puisqu'on parle de constatation de dégâts causés par le gibier pendant toute la période de location de la chasse communale. Le gibier, ça devient un vrai problème, Monsieur Munier, dans notre ville et d'autant plus dans le quartier de la cimenterie, où il n'y a pas une nuit sans pour laquelle une meute de sangliers rentre dans nos jardins, défonce nos poubelles et bien évidemment font très peur à la population. Je vous donne un exemple concret, pas plus tard que cette nuit, 4h30 du matin, un de mes voisins part travailler et s'est retrouvé nez à nez avec cette meute de sangliers. Donc visiblement, tout le monde en fait en a plus que marre. Bien voilà, j'avais promis que l'on en parlerait ce soir. Donc il faut vraiment, Monsieur Munier, la sécurité de la ville, ça passe aussi par ce genre de phénomène là qui nous embête tous. Voilà, et je pense qu'il est vraiment temps de trouver des solutions pour alors nos chasseurs et peut-être il y a des solutions à faire, mais là c'est plus possible que dans pleine nuit des meutes de sangliers explosent tout sur leur passage. Voilà, notamment qu'après les rats qui peuvent arriver parce que toutes les poubelles sont exposées par terre. Enfin voilà, c'est tout un système qui est mis en place et j'attire votre attention sur ce fait-là pour que vous preniez des dispositions pour éviter ce genre de problème. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur ce point? Donc je vais vous répondre, puisque vous avez raison de souligner qu'on est régulièrement envahi par les sangliers qui viennent en meute, notamment farfouiller dans les poubelles ou retourner la terre pour rechercher de la nourriture à certaines époques. Et ça fait quelques années que ce problème se pose. On avait essayé de trouver une solution avec la préfecture et le chef de louveterie pour organiser des abattages, voire mettre en place des cages, puisqu'en dehors de ces dégâts, il y a aussi le golfe qui est régulièrement impacté par ces animaux qui passent au travers des grillages, voire les défoncent ou creusent en dessous et vont saccager les installations du golfe, mais également qui se retrouvent de plus en plus présents sur les parcelles construites et les différents lotissements qui sont au bord de la forêt. C'est pour cela que nous avons décidé cette année d'étendre les baux de chasse pour permettre que l'on organise des chasses à côté du snow. Alors bien évidemment, en prenant soin d'attribuer ces baux de chasse à des personnes avisées en la matière qui vont pouvoir chasser désormais sur ces terres à proximité des habitations, certes, mais avec toutes les mesures de sécurité et de garantie afin de réduire cette population de sangliers et d'arriver à une solution qui devienne tenable, soutenable et entendable par tout le monde. Voilà. Ceci étant, le point que nous occupe ce soir, c'est la désignation de Monsieur Poinsignon. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer au vote et donc de désigner Monsieur Christian Poinsignon, né le 5 décembre 63, domicilié 8 rue du 18 août à Saint-Prive-à-la-Montagne, en qualité d'estimateur pour procéder à la constatation et à l'évaluation des dégâts causés par le gibier pour la période de location de la chasse communale 2024-2033. Et je vous demande dès lors d'émettre un avis positif sur cette désignation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au chapitre 3, Finances et budget. Point 3.1, adoption du règlement budgétaire et financier. Monsieur Léonard. Le référentiel budgétaire et comptable M57 sera appliqué à compter du 1er janvier 2024. Aussi, auparavant facultatif, le règlement budgétaire et financier devient obligatoire et doit être adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction M57, conformément aux dispositions de cette nomenclature et aux dispositions du CGCT. Ce règlement, annexé à la présente délibération, a pour vocation le rappel des normes tant légales que réglementaires, ainsi que des processus de gestion propres à la collectivité.
Il fixe notamment les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l'exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et la formation des élus. Il sera valable pour la durée de la mandature. Il peut toutefois être révisé en fonction des besoins et de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Merci. On n'a pas le choix. De toute manière, on est tenu de l'adopter. Il vous a été communiqué à l'appui du rapport. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non. On peut dès lors passer au vote. Il vous est demandé d'adopter le règlement budgétaire et financier qui vous a été produit à l'appui du rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 3.2. Demande de subvention au titre de la DETR DSIL 2024 pour la rénovation de l'éclairage public. Tranche 2, Monsieur Léonard. Dans le cadre de la rénovation énergétique et du développement écologique, la commune envisage de terminer le remplacement de ses anciens luminaires par des éclairages de type LED moins énergivores. L'objectif est multiple. Se conformer à la réglementation, permettre une économie d'énergie significative, améliorer la qualité de l'éclairage, limiter les interventions d'entretien et supprimer les sources de pollution lumineuse. La ville d'Amnéville étant éligible à la DETR DSIL 2024, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre du développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables. Le montant des travaux est estimé à 420 000 € hors taxes. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État à hauteur de 168 000 € hors taxes, soit 40% du montant de l'opération. Au titre du règlement d'attribution relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions présentées au titre de DETR DSIL, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point, bien qu'une demande de subvention, en principe, je vois mal comment on pourrait s'y opposer. Vous avez la parole. Monsieur Léonard, deux questions en fait. La première, vous dites inscrire les crédits nécessaires et assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part de la commune qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention. Première question, pourquoi on ne toucherait pas cette subvention si elle est due? On a des éléments qui prouveraient ou pourquoi pas? On a fait une demande de subvention, on a déjà eu des informations de la part des collectivités qu'on aurait certainement cette participation, mais on ne peut pas encore présager de ce qui se passera en 2024. Donc on a bon espoir de les obtenir. On est obligé d'envisager le pire, c'est-à-dire de ne pas les avoir, mais on a bon espoir de percevoir ces subventions. Mais vous n'avez aucun document qui dit que vous l'aurez, en fait? Ce sera sur le budget 2024 qui sera alloué aux collectivités qui nous alloueront cette subvention. Donc ils ne peuvent pas non plus proposer des subventions avant même d'avoir voté leur budget. Ok, merci. Deuxième question, pourquoi notre régie, elle ne participe pas? Parce qu'on parle quand même de l'aide de dernière génération. Enfin, je pense que ça peut être un petit peu leur rôle aussi de nous donner un coup de main sur cette opération. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Léonard? Je précise qu'avant de lancer cette rénovation de l'intégralité de l'éclairage public, nous avions estimé qu'il faudrait 3 ans à raison de grosso modo 350 000 € par an pour y arriver, puisque nous avons 1548 lampadaires. Nous avons donc lancé un marché et le résultat a démontré que la régie d'électricité et Omega avait fait une offre tellement intéressante que nous pouvions finalement réaliser cette opération sur 2 ans. Je crois donc qu'en répondant à cette offre de manière basse et en faisant un effort sur les tarifs, la régie d'électricité a contribué à cette rénovation de l'éclairage public. Bien, si vous n'avez plus de questions, je propose de passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet précité
à hauteur de 420 000 euros hors taxe, d'arrêter le plan de financement incluant les demandes de subvention à hauteur de 40% comme défini dans le tableau de financement qui a été joint au rapport, de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la rénovation de l'éclairage public, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024 et à assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la demande de subvention avec une demande au titre de la DETR DSIL 2024, une demande à Ambition Moselle, une demande à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour la requalification de la place Rau. Monsieur Léonard. La commune envisage la requalification de l'ensemble de la place Rau et de ses abords, dont l'accès au commerce, les cheminements piétons, les jonctions avec le parvis de la mairie et de l'église. Les objectifs sont multiples. L'amélioration du cadre de vie, la désimperméabilisation des surfaces minéralisées, la gestion écologique et durable des eaux pluviales, la revégétalisation et le reboisement de l'espace urbain, la suppression des sources de pollution lumineuse grâce à l'amélioration de l'éclairage. La ville d'Amnéville étant éligible à DETR DSIL 2024, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre du développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, la ville sollicitera également une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du dispositif Ambition Moselle. Enfin, une demande d'accompagnement de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse au travers du plan eau et climat pour la gestion durable des ressources et la désimperméabilisation des sols sera également sollicitée. Le montant des travaux est estimé à 1 647 500 € hors taxe. La commune souhaite solliciter les subventions suivantes. 659 000 auprès de l'État au titre de la DETR DSIL 2024, 495 000 € auprès du département au titre d'Ambition Moselle, 120 000 € auprès de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse au titre de la gestion durable des ressources et la désimperméabilisation. Au titre du règlement d'attribution relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions présentées au titre de la DETR DSIL, Ambition Moselle et de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Vous avez la parole. Donc vous nous demandez de valider le point 3.3, et je vous cite, demande de subvention pour la requalification de la place Frédéric Rau. Mais la rénovation de cette place emblématique de la commune, je pense, Monsieur Munier, mérite un vrai débat, plutôt qu'une validation en catimini, sachant que plusieurs questions se posent sur cette place. Ne serait-ce que l'impact de cette rénovation sur le stationnement, sur le type de revêtement, le type d'éclairage, évidemment, on pense que vous allez y mettre des nouveaux LED, mais aussi l'accueil, par exemple, de manifestations culturelles. Il existe, quand il y a des nouvelles rénovations qui se font sur les places de théâtre, sur les places des places, justement comme des amphithéâtres, pour que bien ça puisse être un lieu où on puisse tous se retrouver, des fontaines, enfin voilà, de mettre en fait tout un objectif cohérent pour cette place. Or, dans les documents que vous nous donnez, vous nous donnez un document plan d'aménagement place Frédéric Rau. Donc le plan d'aménagement, il est déjà fait. Donc vous nous demandez simplement eh bien, de vous accorder, de faire des demandes de subvention pour la requalification de cette place Rau, avec un chiffrage qui est basé sur un plan qui a été fait par un architecte. On aurait aimé, peut-être, pour une fois, vous teniez votre promesse, où vous aviez dit, autour de cette table il y a quelques mois, que une commission pourrait être créée pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur cette place Frédéric Rau. On avait proposé à l'époque que peut-être qu'il y ait 2-3 projets et que ce soit les Amnévillois qui décident de cette place Frédéric Rau. Et pas un plan qui vient d'on ne sait où, enfin d'un architecte, voilà, sûrement un bon architecte. Mais voilà, donc vous nous demandez simplement de voter pour les demandes de subvention, mais quelque part, vous faites valider une place
pour un montant de 1 647 500 € hors taxe. Voilà. Donc, il aurait été vraiment préférable qu'on soit tous associés à ce projet. Voilà. On ne votera pas contre, évidemment, cette délibération, puisque c'était dans notre programme électoral. Donc, on ne va pas y aller contre. Mais c'est encore une fois la méthode que vous utilisez qui nous surprend. Oui, monsieur Dieudonné, si la méthode vous surprend, c'est parce que manifestement, vous ne maîtrisez pas les règles de fonctionnement d'une commune. On ne peut pas venir avec un projet définitif, vous le collez sous le nez, et vous dire voilà ce qu'on va faire. Ça n'a jamais été notre position. Par contre, quand on envisage de refaire une place, la première chose que l'on doit faire, c'est un avant-projet sommaire. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec des grandes lignes, des grands traits? C'est le plan qui est joint à votre rapport. Et puis, combien ça va coûter? Parce que entre ce qu'on imagine et la réalité que peut chiffrer un architecte, il y a parfois une différence et parfois elle est notable. Et puis, deuxième chose, il faut pouvoir savoir à quel niveau on va être subventionné et si le montant des subventions dans l'idée projetée sera compatible avec les finances publiques de la commune qui permettront ou non de faire face aux résiduels. Alors voilà, on fait un avant-projet sommaire, c'est très généraliste. On soumet cela, vous l'avez vu, à la DETR, DSIL en demandant 40%, à Ambition Moselle en demandant 30%, on ne sait pas si on les aura, à l'agence de l'eau Rhin-Meuse, on sait grosso modo que si on fait les travaux nécessaires de structure de la place pour l'écoulement des eaux, on est susceptible d'obtenir cela. Et puis une fois qu'on aura la réponse à nos demandes de subvention, eh bien, on pourra bâtir un projet définitif. Et ce projet définitif, bien évidemment, ne sera pas né uniquement de l'envie d'un adjoint ou d'un maire et d'un architecte, mais fera l'objet d'un débat bien plus vaste pour que nous puissions finaliser effectivement la réfection de cette place qui est la place centrale de la commune d'Amnéville et qui mérite que tout à chacun puisse donner son avis et s'exprimer sur ce point. Mais encore une fois, encore faut-il savoir de quel crédit et de quel budget nous disposerons et si autant l'État que Ambition Moselle, donc le département, nous soutiennent dans ce projet et à quelle hauteur. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres interventions, je vous... 6 mois. Pardon. Moi aussi, j'ai une question. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous avez la parole. Je fais suite alors à votre discours. Donc imaginons que le projet passe, que vous avez la ville a toutes les subventions. Ça veut bien dire qu'il y aura bien une commission des travaux de l'urbanisme et de l'environnement. Donc ça veut dire que les membres qui font partie de cette commission seront invités, dont les membres de l'opposition. Là, je parle, voilà. Parce que je ne me souviens pas, depuis votre deuxième mandat, avoir été invité à aucune commission. Là, j'attends, en fait, du coup, avec impatience, d'être invité à cette commission. Vous ne serez peut-être pas invité à une commission, mais vous serez invité, comme tout à chacun, à une réunion publique, comme on l'a régulièrement fait, pour que de cet avant-projet sommaire, on puisse passer à un avant-projet définitif, qu'on puisse exposer la vision qui peut être celle de la place telle qu'elle serait réalisée en fonction du résultat de nos demandes de subvention, et puis amender ce projet en fonction des observations et des réflexions qui nous seront faites. Pourquoi je ne serai pas invité? Je ne comprends pas, parce qu'au premier je dis mandat... que vous ne serez peut-être pas invité à une commission. Si on fait une réunion publique, vous serez invité comme tout le monde. Madame, ne vous inquiétez pas. Simplement, je voulais dire que plutôt que de faire une commission restreinte, peut-être ferons-nous également ou en lieu et place une réunion publique. Ce n'est pas encore décidé. Dans mes souvenirs, je faisais partie aussi des commissions des travaux et de l'urbanisme. J'ai été invitée à des commissions
sur l'entretien, par exemple, c'était l'entretien de Thermapolis sur les poutres, et on a rencontré, enfin, il y a plusieurs intervenants qui nous ont proposé différents devis, différentes façons de travailler, et là, voilà, c'était une vraie commission. Donc, je ne comprends pas pourquoi maintenant, ça changerait. Pourquoi je ne serais pas invitée? Et je suis conseillère municipale, donc ça veut dire que je représente une partie de la population, une partie des Amnévillois, comme vous. J'ai jamais dit que je vous inviterai pas, madame. Non, j'ai dit que nous ne savions pas, il n'y a pas de décision qui a été prise à savoir est-ce qu'on réunit une commission ou est-ce qu'on fait une réunion publique. On fera peut-être les deux. Vous inquiétez pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que depuis que vous êtes élu, vous n'avez jamais été convoqué à une commission. Maintenant, vous me dites que vous avez participé à une commission sur la réfection de Thermapolis. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas les choses. De toute manière, il est évident que nous ne pourrons pas arrêter le plan de financement et la rénovation de cette place rose sans revenir devant ce conseil municipal avec le projet définitif. En fait, quand je vous disais j'ai été invitée, c'est lors de votre premier mandat. Depuis le deuxième mandat, je n'ai jamais été invitée à aucune des commissions. J'ai jamais eu un courrier. Donc ça veut dire que vous avez fait aucune commission. Pour moi, c'est ça, en fait. Ou alors, je n'ai pas été invitée. C'est pour ça que je soulève ce point. Ok, je vous propose de passer à vote. Il vous est demandé d'approuver. S'il vous plaît, j'avais également demandé la parole. Vous avez la parole. J'avais deux questions, une pour rebondir sur les questions qui viennent d'être posées. J'aimerais bien savoir quelle va être votre vision démocratique des commissions. La première. Et la deuxième, à quel horizon envisagez-vous ces travaux? Ouais, je vous laisse avec vos questions, parce que franchement, ça ne relève pas du débat municipal. C'est bon, on a nos réponses. Donc, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet précité à hauteur de 1 647 500 € hors taxes, d'arrêter le plan de financement incluant les demandes de subventions à hauteur de 77% comme détaillé, de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la requalification de la place Raux, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024 et à assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Cette demande est adoptée à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 3.4, CCAS, avance sur subvention. Monsieur Léonard. Dans l'attente du vote du budget primitif de l'exercice 2024, il est nécessaire d'accorder une avance sur la subvention versée annuellement au Centre communal d'action sociale. Il est proposé le vote d'une avance de 100 000 €. Bien, comme chaque année, on vous demande l'autorisation de faire cette avance au CCAS. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'attribuer une avance sur subvention 2024 au CCAS de la ville pour un montant de 100 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'avance sur subvention au profit du Moselle Amnéville Hockey Club. Monsieur Léonard. Chaque année, une avance sur subvention est versée à l'association Moselle Amnéville Hockey Club, afin de lui verser un niveau de trésorerie suffisant pour le premier semestre. Il est rappelé que ces avances n'engagent pas le montant définitif de l'aide financière qui sera votée ultérieurement par le conseil municipal. Ce versement permettra à l'association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu'à l'attribution et le versement de la subvention 2024. Il est proposé l'attribution d'une avance de 30 000 €. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, nous passons au vote. Il vous est demandé d'attribuer une avance sur subvention 2024 à l'association Moselle Amnéville Hockey Club pour 30 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté à l'unanimité. Point 3.6, même chose pour le 7 Amnévillois Handball. Monsieur Léonard. C'est exactement la même problématique. Chaque année, une avance sur subvention est versée à l'association du 7 Amnévillois Handball afin de lui assurer un niveau de trésorerie suffisant pour le premier semestre. Cette fois, il est proposé l'attribution d'une avance de 20 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. On peut passer au vote. Il vous est demandé d'attribuer cette avance sur subvention 2024 à l'association du 7 Amnévillois Handball
pour 20 000 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous pouvons passer au chapitre 4. L'intercommunalité avec un point unique, puisque la CCPOM propose la création d'une SPL ayant pour objet de créer un outil juridique dédié aux problématiques liées à la transition énergétique, la mobilité durable, le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, leur maintenance et interopérabilité avec toute énergie durable. Il vous est indiqué le contexte de la création de cette SPL, les principales dispositions des statuts, la répartition du capital et les modalités de représentation détaillées aux points qui vont suivre. Sur le contexte, la CCPOM dispose de la compétence contribution à la transition énergétique qui comprend le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, la contribution à la transition énergétique, la production directement ou indirectement d'énergie renouvelable, et sont d'intérêt communautaire, la coordination de la transition énergétique, la compétence en matière d'efficacité énergétique, l'élaboration du PCAET, la création ou la participation à la création d'une agence locale de l'énergie et du climat, le développement des expérimentations et l'innovation, la prise de participation dans les sociétés développant les énergies renouvelables. Par ailleurs, l'article L 2224-37 du CGCT prévoit que sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaires à l'alimentation des véhicules ou des navires. Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visé à l'article L 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre 3 du livre 2 de la première partie du Code des transports et en Île-de-France à Île-de-France Mobilité. Dans ce contexte réglementaire et au regard de l'importance des enjeux liés à la transition énergétique sur leur territoire, la CCPOM et les communes suivantes se sont rapprochées avec pour objectif de parvenir à la constitution d'un outil juridique dédié aux problématiques de transition énergétique, mobilité durable, déploiement d'infrastructures de recharge, maintenance et interopérabilité, toutes énergies durables, à savoir les communes d'Amnéville, Bronvaux, Marange-Sylvange, Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Rombas, Rosselange et Vitry-sur-Orne. Deuxième aspect, la décision de créer une SPL. La CCPOM et les communes ci-dessus évoquées envisagent de constituer une SPL qui apparaît comme l'outil le plus adapté pour répondre aux objectifs poursuivis. Depuis la loi numéro 2010-559 du 28 mai 2010, les collectivités locales et leurs groupements ont la possibilité de créer des SPL permettant de procéder notamment à la gestion de services publics ou de missions d'intérêt général. Régie par les articles L 1531-1 et suivants du CGCT et les dispositions du Code de commerce, la SPL présente les caractéristiques suivantes: constituée d'un capital 100% public et local, portant pleinement les orientations stratégiques et politiques de ses actionnaires, évolutive dans ses missions et son capital en laissant la possibilité d'intégrer de nouveaux partenaires publics, permettant de contractualiser avec ses actionnaires dans une situation de quasi-régie, c'est-à-dire sans mise en concurrence préalable, de manière à disposer d'une agilité et d'une réactivité plus grande au regard de l'évolution des besoins et de la viabilité dans le temps des missions confiées, permettant de réaliser des économies d'échelle grâce à une mutualisation des moyens, des matériels et des personnels pour les services et missions assurés pour le compte de ses actionnaires, garantissant un pilotage renforcé par les collectivités grâce à la mise en place d'un contrôle étroit, qualifié de contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services par les actionnaires. C'est cet outil juridique dont il a été décidé la création, avec pour statut et principale disposition une dénomination qui serait SPL hors
transition et qui serait, avec un siège social 6, 1 rue Alexandrine à Romba, avec pour objet social exclusivement pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires le développement des expérimentations et l'innovation afin de mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable, de favoriser l'efficacité énergétique, de réduire la consommation d'énergie fossile et de gaz à effet de serre, la mise en œuvre de tout projet de mobilité participant à l'organisation effective sur le territoire des membres de la transition énergétique, le déploiement des infrastructures de recharge pour tout véhicule utilisant une énergie durable, d'en assurer la maintenance et l'exploitation ainsi que l'interopérabilité sur le territoire des membres actionnaires de la SPL et en général toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, pouvant en faciliter l'extension et le développement. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires et pour leur compte exclusif conformément à l'article L. 1531.1 du CGCT et elle se dotera de tout moyen, passera tout contrat et se procurera toute garantie lui permettant d'assumer dans les meilleures conditions techniques, financières et sociales les missions qui lui sont confiées. Le capital social sera fixé à 50 000 euros, divisé en 1000 actions d'une seule catégorie, de 50 euros de nominal chacune, toutes de numéraire, intégralement souscrites et libérées. Le capital social sera exclusivement détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements, conformément à l'article L. 1531.1 du CGCT, et réparti comme suit lors de la constitution de la société. 680 actions pour la CCPOM représentant une part en capital de 34 000 euros, 50 actions représentant 2500 euros de part de capital pour Amnéville, Marange-Sylvange, Moyave-Grande et Romba, et 20 actions représentant 1000 euros de capital pour les autres communes membres. Conformément aux dispositions du CGCT, la SPL est créée par les collectivités ou groupements de collectivités dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. Les actionnaires fondateurs conviennent dès à présent d'un dispositif spécifique pour l'entrée ultérieure au capital de la SPL des communes du territoire métropolitain qui en feraient la demande. À titre dérogatoire, la CCPOM est d'ores et déjà autorisée à céder à de nouvelles collectivités entrantes 80 actions sur les 680 qu'elle détient au capital de la SPL. Pour les modalités de représentation, la société sera administrée par un conseil d'administration composé de 2 membres au moins et de 18 membres au plus, c'est le maximum légal, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion. Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont chacun droit à un représentant au moins au conseil d'administration désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se répartissent les sièges qui leur sont globalement attribués, proportionnellement à leur participation respective éventuellement approfondie à l'unité supérieure. D'autre part, lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu sur sa demande par le conseil d'administration. Conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat de représentant des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette Assemblée. Le premier conseil d'administration sera composé de 16 membres désignés comme suit: 10 administrateurs par la CCPOM, un administrateur par Romba, un administrateur par Amnéville, un par Marange-Sylvange, un par Moyave-Grande et les autres communes, à savoir Bronvaux, Montois-la-Montagne, Moyave-Petite, Pierreville et Rosselange et Vitry-sur-Orne, se réuniront en assemblée spéciale selon les modalités prévues à l'article 18 des statuts et désigneront 2 administrateurs pour assurer leur représentation au conseil d'administration de la SPL. Si les nombres des membres du conseil d'administration prévus aux articles L. 225-17 du Code de commerce ne
suffit pas à assurer en raison de leur nombre la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital. Ils seront réunis en assemblée spéciale. Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire et participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein les représentants communs qui siègent au conseil d'administration. Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées pour la désignation du mandataire. Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la société. L'Assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au sein du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'Assemblée spéciale, conformément à l'article R. 1524-2 du CGCT. L'Assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration. Voilà pour cet exposé. Il vous est donc demandé de décider la participation de la commune d'Amnéville à la création de cette SPL Orne Transition. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Vous avez la parole. Écoutez, je m'interroge moi sur la portée opérationnelle de cette structure-là, puisque avec un capital à 50 000 euros, on va au bout de 2 ou 3 bornes, voire une ou deux, le capital sera asséché. Pourquoi on préfère créer une structure au niveau local plutôt que s'adosser à la SEM qui a créé le Grand Est, à la SEM Énergie, en l'occurrence? Mais il faut bien comprendre que la SPL Orne Transition n'est qu'un outil juridique de la CCPOM et cet outil juridique fera le lien entre les fonds de la CCPOM affectés à cette compétence et les sociétés qui seront chargées de leur réalisation et l'édification de ces bornes. Donc le capital social de 50 000 euros ne vise pas directement à financer ces projets de transition, mais à financer des études et à développer des activités de recherche qui vont permettre ensuite la mise en œuvre de ces projets de transition énergétique. Oui. Je reste encore dubitatif sur l'impact opérationnel. Je vous rappelle qu'il y a certes l'usine d'électricité de Metz et ces branches directes ou moins directes d'activité, notamment en matière de transition énergétique, mais il y a aussi une société qui n'est pas très loin et qui s'appelle Omega et qui intervient en matière de transition énergétique aussi, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit le réseau de chaleur ou d'autres éléments de cette nature, et qui devrait être sollicité également par cette SPL pour poursuivre ces travaux d'amélioration et ces travaux de développement de nouveaux projets. Bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de décider la participation de la commune d'Amnéville à la création de la SPL Orne Transition, d'approuver le projet statut de cette SPL Orne Transition tel qu'il a été annexé au rapport qui vous a été soumis, d'autoriser le maire à y apporter le cas échéant des modifications mineures et à les signer après souscription par l'ensemble des actionnaires, de souscrire la prise de participation au capital de la dite société à hauteur de 2 500 € en numéraire, de désigner comme administrateur représentant la commune au sein du conseil d'administration de cette SPL avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre jusqu'à l'expiration de son mandat de conseiller municipal, M. Gérard Tisserand, qui est déjà en charge de ces questions au sein de la commune, et de charger le maire et le comptable public, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous en remercie. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point suivant.
le point 5.1, dans le cadre du chapitre 5 relatif aux informations foncières, avec l'incorporation dans le domaine public communal des voiries, des lotissements, extensions des coteaux du Soleil, cimenteries et des parkings Sud 1, Sud 2 et Centre 3. L'Assemblée délibérante est informée que les travaux de ces lotissements et de ces parkings sont achevés et que la commune est amenée à prendre en charge l'entretien des équipements communs, à savoir la voirie, les espaces verts et l'éclairage public. En conséquence, le conseil municipal doit se prononcer sur l'incorporation dans le domaine public communal de ces équipements communs, représentant pour le lotissement extension les coteaux du Soleil en section 10, parcelle numéro 406, 5803 m² linéaires de voirie, correspondant à 690 mètres linéaires. Pour le lotissement cimenterie, section 11, parcelle 704, 3937 m² linéaires de voirie, correspondant à 279 mètres linéaires. Pour le parking sud, section 9, parcelle 244 de 7380 m², le linéaire de voirie correspondant est de 565 mètres linéaires. Pour le parking sud 2, cadastré section 9, parcelle 188 de 1110 m², le linéaire de voirie correspondant est de 158 mètres linéaires. Et pour le parking centre 3, section 9, parcelle 244, 1568 m² pour un linéaire de voirie correspondant de 291 mètres linéaires. Le classement de ces voiries et réseaux dans le domaine public communal ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et est dispensé de ce fait d'enquête publique. Voilà, on vous demande à chaque fois la même chose quand des travaux de cette nature sont achevés. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Les parkings Sud 1, Sud 2, Sud 3. On est d'accord que c'est les parkings qu'on appelle le parking du Galaxy? Pas du tout. Alors, les parkings Sud 1, Sud 2, Sud 3, dans le document que vous nous avez donné, ça représente quoi en fait? Bien, le parking Sud 1, c'est celui qui est au niveau de la porte 5 du zoo, devant le restaurant La Forêt. Vous avez les parkings sud qui sont à l'arrière de la cure thermale et le parking centre 3, c'est l'extension du parking des restaurateurs derrière les galeries. Merci. Il aurait été curieux de vous demander d'insérer ou de récupérer la voirie des parkings du Galaxy, puisque ces derniers sont achevés depuis longtemps et ça a été fait en temps et en heure. Voilà. Donc, pas de questions, on peut passer au vote. Il vous est demandé de décider l'incorporation dans le domaine public des voiries, des lotissements, extension des coteaux du Soleil et cimenterie et des parkings Sud 1, Sud 2 et Centre 3, d'autoriser le maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires visant à l'inscription de ces voiries dans le domaine public communal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 5.2, conclusion d'un bail amphithéotique de droit commun avec le GIE Oméga. La régie d'exploitation du réseau de chaleur d'Amnéville dessert actuellement 24 sous-stations sur la commune, dont la Cité des Loisirs, à partir de sa chaufferie biomasse 6 rue du Maréchal Molitor à Amnéville. Plusieurs nouveaux clients ont sollicité le raccordement de leur bâtiment au réseau de chaleur d'Amnéville, y compris la commune d'Agondange, dont le réseau de chaleur sera alimenté par Amnéville via une station d'échange. Afin de garantir un taux d'énergie renouvelable satisfaisant et les besoins d'aujourd'hui et de demain, le GIE Oméga a sollicité la commune pour la mise à disposition d'un terrain. Le terrain choisi est situé rue de la Cimenterie, cadastré section 13, parcelles 79 et 80, pour une surface de 11 930 m², qui a été retenu pour accueillir la nouvelle unité de chaleur. Ce projet s'inscrit parfaitement dans l'objectif de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la commune et il vous est proposé de décider la conclusion d'un bail amphithéotique de droit commun dont le projet vous a été communiqué, qui porte sur une durée de 30 ans pour une redevance annuelle de 20 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire à signer le bail amphithéotique de droit commun avec
La société Omega, le GIE Omega, dont le siège est situé ruelle Saint-Nicolas à Amnéville, représenté par M. Patrick Amand, portant sur les parcelles cadastrées section 13 sous les numéros 79 et 86 à Amnéville, d'une surface de 11 930 mètres carrés pour une durée de 30 ans et une redevance annuelle de 20 000 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 5.3. Le bilan de l'activité foncière de l'exercice 2022 en application des dispositions de l'article L 2241-1 du CGCT. Le conseil municipal doit chaque année délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées. Ce bilan annuel immobilier 2022 récapitule les diverses ventes et acquisitions foncières que la ville a conduites, ainsi que le bilan des déclarations d'intention d'aliéner soumises par les notaires. Le détail de toutes ces transactions foncières sont transcrites dans les états qui vous ont été communiqués dans le rapport, et vous avez pu constater que toutes les ventes par la ville ont été faites selon les modalités déterminées par délibération de ce conseil municipal. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non. Je vous demande donc de prendre acte des transactions foncières qui ont fait l'objet du bilan foncier 2022. Étant précisé que dans le rapport, vous avez aussi pris connaissance des déclarations d'intention d'aliéner, de l'abandon du droit de préemption urbain et de l'abandon du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce. Nous pouvons passer au chapitre 6, les affaires scolaires. Point 6.1, fixation du montant des bourses scolaires pour l'année 2023-2024. Monsieur Holz. Donc, à titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale pour subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études. Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études poursuivies. Par délibération numéro 5 en date du 9 juin 2023, le conseil municipal a approuvé une tarification modulée pour les accueils périscolaires et extrascolaires en fonction du quotient familial. Il est donc cohérent d'utiliser les mêmes tranches de QF et la même méthode de calcul que celle proposée pour la tarification modulée pour les accueils périscolaires et extrascolaires afin de mieux répartir les aides en fonction des revenus des familles. Par ailleurs, faisant suite à de nombreuses inflations, il est proposé également d'augmenter les tarifs à hauteur de 20% pour les apprentis étudiants en alternance, les malencourtois fréquentant le collège La Source, les élèves qui fréquentent les classes de SECPA et d'ULIS. Et donc vous avez annexé les nouveaux montants. Les nouveaux montants, donc qui se les jaunes pour les études supérieures à présent de 100 à 500 euros, pour les études secondaires de 40 à 200 euros. L'augmentation pour les apprentis à 68 euros par élève pour l'année scolaire correspond à une augmentation d'à peu près 5%, je crois, donc de 20%, et 78 euros par élève pour l'année scolaire, c'est 20% également d'augmentation pour les élèves de Malancourt qui fréquentent le collège. Et puis l'augmentation à 126 euros par élève par trimestre pour les élèves de SECPA et d'ULIS, qui correspond normalement aussi à une augmentation de 20%. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Oui, moi. Vous avez la parole. Donc ça veut dire que toutes ces nouvelles conditions et montants, elles ont été discutées en commission de la scolarité, je suppose, comme il fut un temps lors de votre premier mandat. Je trouve malheureux qu'on impacte une diminution pour certains, pour les étudiants qui font des études supérieures, en sachant que s'ils sont, ils ne sont plus sur le revenu de leurs parents, donc ils font une déclaration seule, mais on leur demande en plus la déclaration des revenus des parents. Donc je trouve ça un peu aberrant. Donc je comprends pas trop en fait. Je ne comprends pas ces économies alors que les étudiants ont besoin de plus d'aide que ça. Et je soulève autre chose aussi. C'est bien, les bourses, c'est bien. Ok, bon, là, il y a une diminution, certes. Par contre, quand l'étudiant reçoit sa bourse au mois de mai, l'année scolaire est finie.
Donc ça serait bien que les bourses soient attribuées au premier trimestre de l'année scolaire et pas à la fin de l'année. Mois de mai, l'enfant ou l'étudiant, je trouve ça aberrant qu'on puisse donner au mois de mai une bourse. Alors, pour répondre à votre question sur la diminution et sur les économies, c'est faux. Le volume global qui sera distribué aux étudiants et aux élèves qui sont en études secondaires sera globalement supérieur à celui qui était distribué jusqu'à présent. Je prends un exemple. Sur les précédentes tranches de quotient familial, quelqu'un qui avait un quotient familial de 550 ou 551 touchait une bourse de 200 €. Avec la délibération qu'on va prendre ce soir, avec la même tranche de quotient familial, cette famille-là touchera 400 €, 100% d'augmentation. Alors effectivement, certains vont voir la bourse diminuer, mais ce sont que les familles avec des revenus relativement confortables. À titre d'exemple, coefficient supérieur à 1600, donc vous avez calculé combien ça constituait de revenus familiaux au foyer. Ça fait Oui, ça fait environ 60 000 €, donc ça fait un revenu pour le foyer de 5 000 €. Donc après, effectivement, c'est une décision politique. Nous, on fait le choix d'aider les familles qui en ont le plus besoin. Voilà. Concernant le moment où la bourse est versée. Alors, c'est pas tout le temps au mois de mai. Il faut savoir qu'effectivement, on prend cette délibération aujourd'hui. Dès début janvier, la communication sera faite et les familles vont pouvoir venir déposer leur dossier au service enfance afin qu'on statue et qu'on puisse délivrer effectivement les bourses. Après, il arrive souvent, puisqu'on va définir des dates limites de dépôt des dossiers, que des familles viennent en retard. Systématiquement, malgré que les familles soient en retard dans le dépôt des dossiers, on attribue quand même la bourse. Alors effectivement, s'ils sont en retard, de fait, ça décale le moment où les bourses sont versées. Merci. Je vais prendre mon exemple. Je fais cette demande de bourse pour mes enfants qui font des études supérieures. L'année dernière, c'était avant le 22 décembre, enfin la date des vacances. Donc j'étais dans les clous. Mes filles ont eu leur bourse au mois de mai. Donc j'ai pas de retard. En fait, par principe, c'est dommage. Maintenant que... Oui, je suis d'accord avec vous. Après, bon, je connais pas votre cas en particulier, mais après, je vais me rapprocher des services pour voir ce qui a pu se passer, et puis je vous apporterai une réponse à ce moment-là. En étant dans les clous, je vous assure, c'est mois de mai, quoi. Avril, mai. Et pourquoi ne pas le faire avant, du coup, en septembre, pour que les étudiants, ils aient l'argent au début de leur rentrée scolaire. C'est plus logique. C'est là que les étudiants ont besoin d'argent. Maintenant, que vous preniez des gens qui ont un revenu aisé, mais l'argent va aux étudiants, ne va pas dans la poche des parents, puisque s'ils ont au-dessus de 18 ans, c'est sur le RIB des enfants qui sont majeurs. Donc, c'est au détriment de l'étudiant, forcément. Ok, d'autres interventions? Vous avez la parole. Alors, concernant cette bourse-là, beaucoup de familles ne connaissent pas l'existence de cette bourse, ne sont pas informées. Comment pouvoir maintenant faire en sorte que ces familles qui ont le droit à cette bourse puissent être au courant et être informées globalement, tout généralement, de cette bourse qui peuvent leur apporter un soutien financier important? Et écoutez, Madame Burgard, nous, on utilise tous les moyens de communication qui sont à disposition de la ville, donc le site Facebook, le site Internet de la ville. La délibération sera publiée. Donc à partir de là, effectivement, je regrette que toutes les familles ne soient pas au courant, mais nous, on utilise tous les canaux qu'on a à notre disposition pour communiquer. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de fixer le montant des bourses scolaires, et ce à partir de l'année scolaire 2023-2024, selon la grille qui vous a été présentée en annexe au rapport,
de dire que les dépenses seront imputées à l'article 6714 du budget de l'exercice en cours, de préciser que les crédits seront à prendre sur les budgets 2024 et suivants, cette décision s'appliquant à partir de l'année scolaire 2023-2024 et jusqu'à la fin du présent mandat municipal, sauf décision contraire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous en remercie pour les étudiants. Nous passons au point 6.2. Subvention pour les classes de découverte des écoles élémentaires et collèges à partir de l'année scolaire 2023-2024. Monsieur Holz. La municipalité accorde une subvention destinée à favoriser les séjours éducatifs à divers établissements scolaires, écoles élémentaires et collèges de la ville qui les organisent, classes de mer, classes vertes, classes de neige ou séjours linguistiques. Les montants fixés n'ont pas été augmentés depuis plusieurs années. Faisant suite à l'inflation, les écoles éprouvent des difficultés pour mener à bien les projets de classes transplantées. Il est donc proposé d'augmenter certaines d'entre elles à hauteur de 20%. Et donc vous avez les montants au dos. Jusqu'à présent, une classe qui partait en classe découverte se voyait attribuer 170 € par élève. Pour une classe de 5 à 6 jours, ce montant passera à 200 €. Et pour une classe transplantée de 2 à 3 jours, le montant qui était l'année dernière de 70 €, lui, passera à 80 €. Merci. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de confirmer, cela a été, de décider d'allouer les subventions pour les classes de découverte des écoles élémentaires et collèges à partir de l'année scolaire 2023-2024 selon la grille qui vous a été présentée, de préciser que les crédits seront à prendre sur les budgets 2024 et suivants, cette décision s'appliquant à partir de l'année scolaire 2023-2024 jusqu'à la fin du présent mandat municipal, sauf décision contraire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6.3. Participation aux frais de vacances des enfants d'Amnéville-Malancourt à partir de l'année scolaire 2023-2024. Monsieur Holz. Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 30 juin 1998, le conseil municipal a décidé d'octroyer aux enfants d'Amnéville une participation aux frais de vacances. Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération en date du 2 avril 2015, les conditions d'octroi de cette participation concernent les enfants d'Amnéville se trouvant dans leur 5e année jusqu'à leur 16e année. Ceux-ci peuvent prétendre à une subvention vacances s'ils ont fréquenté au cours de l'été l'un des 3 types d'hébergements suivants: une colonie de vacances, un camp d'adolescents ou un centre de loisirs sans hébergement, un hébergement en pension complète ou un hébergement en demi-pension ou en hébergement seul. La subvention n'est versée que pour une période maximale de 21 jours et un enfant ne peut prétendre qu'à une seule subvention. Son montant est calculé selon le type d'hébergement et selon le quotient familial du demandeur. En aucun cas, le montant de la subvention ne peut dépasser la somme restant à la charge des parents après déduction des bons vacances de la CAF, d'autres bons, aides, subventions et participations diverses. Pour les enfants en garde alternée, le dossier est admis si un des 2 parents réside à Amnéville sur justificatif du jugement de divorce ou de séparation mentionnant la garde alternée et de l'avis fiscal des 2 parents. Les travailleurs frontaliers doivent obligatoirement fournir le certificat de rémunération et de déclaration fiscale. Faisant suite à de nombreuses inflations, il est proposé d'augmenter les tarifs de 10% et d'utiliser les mêmes tranches de quotient familial et la même méthode de calcul que celle proposée pour la tarification modulée pour les accueils périscolaires et extrascolaires. Délibération du numéro 5 du 5 juin 2023. Merci. Quelqu'un souhaite intervenir? Non, nous pouvons passer au vote. Il vous est donc demandé de confirmer, comme cela vous a été exposé, les conditions d'octroi de la participation aux frais de vacances des enfants d'Amnéville, de fixer selon le barème proposé les montants de participation à verser et de préciser que les crédits seront à prendre sur les budgets 2024 et suivants, cette décision s'appliquant à partir de l'année scolaire 2023-2024, et ce jusqu'à la fin du présent mandat municipal, sauf décision contraire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au point 6.4. L'adhésion à la Fédération des œuvres laïques. Monsieur.
Depuis plusieurs années, la Fédération des œuvres laïques, la FOL, accompagne le service enfance pour lui apporter des réponses adaptées aux questions d'ordre juridique dans les domaines scolaires et périscolaires. La FOL organise également des conférences sur l'enfance et l'animation ainsi que des formations ouvertes aux agents du service enfance à titre gracieux. L'institution propose l'accès à l'ensemble des services et des aides suivants. Soutien aux projets favorisant l'engagement des jeunes, aide aux projets fédérateurs d'animation spécifiques en direction des enfants et des jeunes, activités sportives USEP, UFOLEP, rallye de la citoyenneté, fête des enfants, mise à disposition de matériel, exposition, documentation des tarifs préférentiels, aide favorisant le départ en vacances des enfants, des jeunes et des familles très démunies, abonnement au journal national Les idées en mouvement, revue annuelle spéciale directeur 2023 et échange de pratiques pour les professionnels de l'éducation. Le partenariat se formalise par une adhésion annuelle d'un montant de 590 €, calculé sur le nombre d'enfants scolarisés en primaire sur le territoire d'Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, et par la signature d'une convention de partenariat entre l'organisme et la commune. Dans la continuité des années précédentes, la FOL a poursuivi son programme d'aide en faveur des enfants de la commune en partenariat avec le service enfance. Depuis le 1er janvier 2023, il convient par conséquent de régulariser la cotisation annuelle pour cette année. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé de décider d'acquitter la facture de 590 € envoyée par la Fédération des œuvres laïques pour l'année 2023. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 7. Affaires réglementaires, ressources humaines. Point 7.1. Adhésion à la procédure de mise en concurrence pour les contrats d'assurance statutaire auprès de centre de gestion de la Moselle. Monsieur Dalla Favera. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle souscrit pour le compte de nombreuses collectivités du département un contrat d'assurance les garantissant contre certains de leurs risques financiers découlant des règles statutaires, congés maladie, décès, etc. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2024. Le centre de gestion entame, dès à présent, la procédure de renouvellement de ce contrat, conformément à l'article 26, alinéa 5 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier. Ce contrat prendra donc effet au 1er janvier 2025. La collectivité a l'opportunité d'être associée à cette démarche en autorisant le centre de gestion à agir pour son compte. Ce choix de rejoindre cette mise en concurrence n'engage pas la collectivité de manière définitive. Cela permet au centre de gestion de lancer la procédure de consultation et, à l'issue de celle-ci, de faire connaître le contenu de la meilleure offre retenue. La décision éventuelle d'adhérer au contrat proposé fera l'objet forcément d'une délibération ultérieure et la signature d'une convention spécifique avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle. Merci. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce point? Non. On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de charger le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats d'assurance statutaire auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 7.2, modification du tableau des effectifs. Monsieur Dalla Favera. Le maire expose que dans le cadre de l'organisation des services municipaux et de l'évolution des besoins des services, il y a lieu de modifier l'état des emplois permanents par la création de postes. Ces créations de postes détaillées dans le tableau des effectifs présenté en annexe font suite à des modifications de position statutaire, modification de durée hebdomadaire, recrutement faisant suite à détachement et départ en retraite. Il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs en créant des postes nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé dès lors de décider la création des postes tels que détaillés dans le rapport, de charger le maire ou son représentant de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 7.3. Octroi d'une gratification pour les stagiaires de l'enseignement supérieur. Monsieur Dalla Favera. Les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Il est précisé que le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire
lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Il est donc proposé de fixer les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de l'enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité. Elle prend la forme d'une gratification accordée en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité. Le montant horaire n'excède pas le montant fixé par l'article L241-3 du Code de la sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. La durée de 2 mois s'apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire. Son versement restera néanmoins conditionné à l'appréciation de l'autorité territoriale sur le travail à fournir. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non. Nous passons donc au vote. Il vous est demandé d'instituer le versement d'une gratification minimale à tout stagiaire de l'enseignement supérieur accueilli dans la collectivité pour une durée supérieure à 2 mois selon les conditions qui vous ont été détaillées dans le rapport, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir, d'inscrire au budget les crédits prévus à cet effet. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au chapitre 8, délégation permanente des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. Je vous ai communiqué l'état des décisions prises au courant du mois d'octobre 2023. Donc, vous m'en donnerez acte. Et au chapitre 9, questions écrites, questions pouvant être débattues en dehors de l'ordre du jour. Je n'ai pas reçu de questions. Donc, ce point ne recouvre aucune discussion. Nous pouvons considérer que l'ordre du jour est épuisé, que cette séance du conseil municipal est levée et je vous souhaite dès lors de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année avant que nous nous revoyions début 2024. Et avant de quitter l'hémicycle, je vous remercie de bien vouloir penser à passer à la table administrative pour signer le registre des présences à cette séance du conseil municipal. Merci.